Bienvenue à toi dans cette capsule dans laquelle je réponds à vos questions et peut-être aux tiennes. Merci beaucoup, c'est super amusant. Ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Alors la première question est de Claire. Jessica, quelle est ton histoire? Il était une fois une petite fille qui a traversé une enfance difficile, une enfance tumultueuse. Mes premiers souvenirs de vie sont vraiment que des scènes assez difficiles qui vont toucher à des abus, qui vont toucher à la mort de ma petite sœur, qui vont être de la violence dans ma famille, de la maltraitance émotionnelle, physique, sexuelle et psychique aussi. J'ai l'impression d'avoir grandi complètement aliénée en pensant que ce qui m'arrivait n'arrivait pas aux autres et en même temps avec une certaine normalité de ce qui m'arrivait, c'était normal. Ça m'a pris beaucoup d'années pour pouvoir poser des mots sur ce qui m'est arrivé. Et du coup, je me vois à l'adolescence, aujourd'hui je vois mon adolescence comme complètement à l'écart. La seule chose qui est encore normale chez moi, c'est d'aller à l'école et d'être, j'étais une bonne élève et d'avoir des bonnes notes. Puis ma vingtaine, ça a été la même chose. Je continue à me sentir aliénée. J'ai essayé d'avoir une vie normale, un boulot, dodo, métro, non parce que je ne prenais pas le métro, mais boulot, dodo, travail, enfin comme tout le monde. Et ça m'a vraiment pas réussi. Je me souviens d'être toujours aliénée, complètement à l'écart de tout le monde, dans mes pensées, dans ce que je ressentais, et même dans la manière de communiquer, la manière de me connecter aux autres. Je me suis sentie pendant plein d'années à l'écart. Et puis j'ai eu la chance avec cette volonté de vouloir avoir une vie normale, coûte que coûte, d'arriver à un endroit où j'ai pu travailler au Parlement européen. J'avais à l'époque une belle maison, un beau petit copain, on gagnait bien notre vie. Et tout d'un coup, il y a plein d'événements qui se sont enchaînés et qui m'ont amené à ce que, non, c'est fini. Donc l'événement, le projet pour lequel je travaillais au Parlement a été annulé comme ça du jour au lendemain. C'était vraiment inespéré. Puis on me reprend dans le siège de l'entreprise. Puis quelques mois plus tard, le lundi on me propose une promotion, mais le mardi on m'annonce qu'il n'y a pas de budget. Donc moi le mercredi je pose la question de savoir, tiens en fait vous m'augmentez ma charge de travail, ma responsabilité, mais vous ne me donnez pas un titre qui va avec ce que je fais, même si c'est l'argent, ça viendra plus tard, c'est pas grave, mais au moins avoir une reconnaissance de ce que je fais. Le même jour, l'après-midi, on me dit qu'on va me passer à assistante. Donc en fait, on était en train de me rétrograder puisque j'étais chef d'équipe et chef de projet. Donc j'étais chef d'équipe et on me passait à chef de projet. Et puis après ça, le jeudi, c'est moi qui ai confronté mes supérieurs en leur disant que ça n'allait pas pour moi parce que le lundi, on me donne ça, le mardi, on me le retire, puis on me retire encore quelque chose le mercredi. De ce fait, je perds confiance et je ne sais pas quoi faire avec cette situation. Et tout ça pour aboutir au vendredi matin où je me fais virer, j'arrive, viens là, pouf, tu paries illico parce qu'en plus, je travaille sur des dossiers sensibles. Et donc, immédiatement, j'avais plus accès, j'ai juste pu retirer mes affaires et partir. C'était assez surprenant. Et en fait, ça a été un cadeau parce que cette phase, ça a été, je suis arrivée au plus haut de ma carrière, je gagnais vraiment bien, mon compagnon, tout ça, et je me rendais compte que toute ma vie était vide, qu'il n'y avait rien. Et c'est là que j'ai fait une espèce de dépression, et dans cette dépression, il y avait Osho qui revenait, et puis immédiatement, la dépression a duré quelques semaines, et en fait, en l'espace d'un mois et demi, je recherchais déjà à partir, donc je voulais partir en Inde, au centre d'Osho, à son ashram. Et en fait, j'ai trouvé en Belgique, là où j'étais à l'époque, où je suis encore à l'époque, enfin, je suis encore aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un qui a été dans les enseignements d'Osho, ça m'a appelé, j'ai été voir. Et puis la personne, une semaine plus tard, organisait un stage en Autriche de Tantra au château de Christiansingé. Et je suis partie un peu, c'est bon, on décolle, on y va. Et depuis, j'ai plus arrêté. J'ai suivi un chemin de recherche, de découverte, de formation pour pouvoir aujourd'hui être dans une vie beaucoup plus équilibrée, me sentir beaucoup moins aliénée, être plus en phase avec ce qui est en moi et ce qui est autour de moi. J'espère que ça répond à tes questions. Pour la deuxième question, je vais enchaîner avec la question de Souana parce qu'elle continue un petit peu la question précédente qui est je souhaiterais connaître ton parcours professionnel ainsi que les formations, études que tu as pu suivre. Donc,
Tout démarre au château de Christiane Singer. La personne qui donne le tantra donne une formation de thérapie psychocorporelle. C'est un psychothérapeute et sexothérapeute formé en skydancing. Donc lui, il lance cette formation 3 ans. Moi, je rentre dans la première année vraiment parce que je voulais faire quelque chose pour moi et cette première année était vraiment une année de travail personnel. Je suis rentrée dans cette année pour pouvoir travailler sur moi. Et durant cette année, il m'a invitée à être interprète pour être la traductrice pour sa femme d'anglais, français, français-anglais dans les stages de tantra. Et donc, j'ai fait cette première année en faisant du tantra, des week-ends de tantra et des week-ends de formation. Durant cette première année, je faisais des week-ends dans cette première année, je faisais cette formation de thérapie psychocorporelle qui est vraiment, qui vient de la Gestalt et qui vient aussi du Rebirth, de la respiration consciente. Et en même temps, je participais à des stages de tantra en tant qu'interprète, ce qui m'a donné vraiment une position privilégiée de pouvoir comprendre les dynamiques de groupe. Et c'est la première année, par le feedback de mes collègues et par les possibilités qui s'ouvraient à moi, que je me suis rendu compte qu'en fait, ce chemin me correspondait bien. Et c'est là que je me suis engagée à suivre les deux autres années pour pouvoir devenir une professionnelle de l'accompagnement. Pendant ces 3 années, donc après la première année, j'ai aussi été appelée par le travail du féminin. D'abord, ça a été par les Moon Mother. Miranda venait en Belgique et on m'en a parlé comme ça. J'entends Moon Mother et il se passe un truc chez moi parce que j'aimais bien le dessin animé Sailor Moon. J'ai fait une connexion assez particulière dans ma tête. Ouais, par le pouvoir de la lune, c'est ça que je veux être une Moon Mother. Enfin, il y avait vraiment ce truc de Sailor Moon qui est venu et je me suis lancée dans ça un peu par cet appel-là. Que je trouve magnifiquement enfantin et d'une spontanéité que j'adore avoir dans la vie. Et des fois, on fait des connexions comme ça et elles ont du sens. Et j'ai fait ce stage, ça a été l'ouverture pour moi à mon féminin. Et c'est là que j'ai commencé à rechercher sur le féminin. Et ça tombe à la même époque, quelques mois plus tard, où je surfe et j'essaie de trouver des informations sur le féminin sacré. Et c'est là, on est en 2014, c'est là où je trouve des informations sur le sauna de la yoni, le yoni steam. Le Yoni Steam, c'est un appel clair. Il n'y a personne qui en fait en Europe. Du moins, j'ai recherché en 3 langues. J'ai trouvé aucune praticienne et c'est ainsi que j'ai contacté une américaine pour me former. J'ai ainsi fait une formation d'1 an avec elle pour pouvoir comprendre comment pratiquer, comment être une professionnelle de cette pratique. Et j'ai fait cela sans même tester cette médecine sur moi. C'est beaucoup plus tard que j'ai testé. C'est au milieu de ma formation que j'ai commandé le matériel, que je me suis sentie de faire ce travail sur moi. Et c'est vraiment quelque chose qui pour moi était l'outil le plus puissant que j'ai reçu au niveau du travail du féminin. À la même époque de ce travail, de cette recherche sur le sauna de la yoni, c'est là que je découvre aussi les ojjads et que je me rends compte qu'il y a quelque chose de magnifique dans ce travail et que je cherche à approfondir. Et de ce fait, je cherche aussi à me former. Je me forme avec Saïda, la docteure Saïda Desilets, qui est très reconnue en Amérique pour ce travail sur les ojjads. Au niveau du tantra, j'ai continué pendant 2 ans et demi à être l'interprète dans le skydancing de cette personne, dans ses stages de skydancing. Puis par la suite, j'ai été me former en France avec un Français renommé qui a aussi connu Margot Anand et Osho. Et c'est lui aussi qui m'a formée au tantra, à une autre approche du tantra, puisqu'il y avait aussi déjà dans son travail l'approche américaine. Il a vécu à Hawaï. J'ai continué à me former en tantra avec certains professeurs de ISTA, qui est l'Institut chamanique des arts tantriques. Et je me suis aussi formée à l'Institut de Tantra, plus à l'Institut des arts intégrés de Tantra. J'ai fait plusieurs formations et plusieurs stages au niveau de la voix, avec des noms renommés tels que le Soul Voice ou Nessie Gomez, entre autres. Et au niveau du bodywork, je me suis aussi fait plusieurs stages de bodywork. Donc j'ai alterné formation avec des stages d'approfondissement et des stages de découverte aussi. Pendant toutes ces années, j'ai vraiment fait un travail très très intensif. Il fut des années où j'étais 3 week-ends par mois en stage. Donc j'avais un week-end de libre et pour moi c'était vraiment ce que je cherchais, ce que je souhaitais pour moi. Et aujourd'hui je suis une formation de sexothérapie qui me forme aussi à
comprendre et à être extrêmement bien informée sur les dynamiques des traumas. Puis j'ai suivi plein d'autres petites formations de quelques jours, d'une semaine, dans différents domaines, bodywork, sexual grounding, sur du travail de féminin, qui quelque part, toute cette petite formation que j'ai faite complémente le bagage que j'ai déjà. Pour le futur, une des possibilités, c'est de me former au travail d'approfondissement, de pouvoir accompagner des personnes victimes de trauma. J'espère que ça répond à ta question. Est-ce que le sauna est bon pour une femme qui a de l'endométriose, de Maud? Le sauna, il peut être bon, ça va dépendre. Donc si la femme est dans une phase de brûlure, où c'est déjà très chaud, il vaut mieux éviter d'aller rajouter de la chaleur, plutôt aller refroidir avec des compresses ou un travail d'acupuncture, peut-être aller faire un travail avec l'œuf, en fonction si c'est possible ou pas, ça va dépendre des femmes. Le sauna, il peut être bon, ça va dépendre du stade de l'endométriose et ça va dépendre des symptômes qui sont là au moment du sauna. C'est très très important de ne pas donner plus de chaleur à un organe qui est déjà en train de montrer des signes de surchauffe, puisque l'endométriose se caractérise très fortement par des brûlures, des sensations de brûlure, de feu dans l'utérus. Donc l'idéal, c'est que dans ces périodes-là, éviter vraiment de faire tout ce qui va chauffer en plus cette zone et d'aller chercher qu'est-ce qui peut la refroidir, qu'est-ce qui peut aller équilibrer. Et là, je recommande vraiment tout ce qui est médecine chinoise parce qu'ils ont vraiment cet équilibre dans les organes du yin et du yang, du chaud et du froid. Et je trouve que c'est vraiment à cet endroit qu'il y a des bonnes réponses. En dehors des brûlures, dans une phase de peut-être que c'est plus calme, à tester le sauna et à voir si tu fais 5-10 minutes et que ça va, que ça ne te brûle pas, reste encore peut-être 5 minutes. Teste d'abord 15 minutes et puis laisse poser quelques semaines. Vois si ça t'a fait du bien. Si tu sens que les symptômes sont les mêmes ou que ça fait mal, pour moi, c'est un signe que cette médecine n'est pas l'idéal pour toi en ce moment. Ça ne veut pas dire que plus tard, elle ne peut pas l'être, mais à ce moment-là, il vaut mieux écouter son corps. C'est vraiment lui qui a les meilleures réponses pour toi et pour ce qu'il y a à faire. Question suivante. J'ai du vaginisme. Est-ce que tu recommandes la pratique de l'œuf de jade? De Laurence. Oui, et oui, je la recommande. Pourquoi? Parce que généralement, le vaginisme, c'est une contraction des muscles qui va refermer le vagin. De ce fait, toute pénétration, toute insertion dans le vagin peut être douloureuse. La différence avec l'œuf de jade, c'est que c'est toi qui vas travailler ton œuf, c'est toi qui vas vouloir consciemment insérer ton œuf à l'intérieur de ton vagin. Et donc, si tu le fais en douceur, en conscience, avec respect de ton corps, en lui demandant l'autorisation, etc., en mettant vraiment quelque chose de doux, une aura douce autour de ton travail et pas juste venir insérer ton œuf, il se peut que ton corps, tes muscles commencent à se détendre petit à petit et que, en réalité, la pierre, elle va aller alléger les tensions qui sont provoquées, qui sont là, dues au vaginisme. Donc petit à petit, tu peux retrouver une capacité à être pénétré et à ressentir du plaisir. Donc oui, pour l'œuf de jade avec le vaginisme, ma recommandation est d'aller en douceur et de le faire vraiment pas à pas. D'ailleurs, dans la formation Volupté de Jade, il y a toute une série d'exercices à faire avant d'insérer l'œuf. Et la recommandation, c'est écoute ton corps. Va vraiment écouter ton corps. Est-ce que c'est bon pour lui d'être pénétré maintenant? En suivant ces recommandations, je suis sûre que ça peut t'aider. Mais vraiment, ça a aidé déjà beaucoup de femmes que je connais. Et c'est vraiment aller dans la plus grande douceur possible. J'espère que ça répond à ta question. Ah, Vanessa, je vois que tu ne recommandes pas le tantra, pourtant tu l'as étudié. Peux-tu me dire ce que tu recommandes comme stage? Alors, je ne recommande pas le tantra et je le recommande en même temps. Je ne le recommande pas et dans cette vidéo, l'idée c'est vraiment qu'il y a beaucoup de facilitateurs et facilitatrices de tantra qui ne sont pas formés au traumatisme. Et il y a beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui ont vécu des traumatismes. Certaines personnes s'en souviennent, d'autres non, parce qu'il est possible de faire des amnésies par rapport à ces traumas. C'est une question, un mécanisme de survie et de défense. Et
beaucoup pensent que parce qu'ils ont étudié la sexualité ou ils connaissent le tantra, que c'est bon pour tout le monde. Et en réalité, souvent dans les stages, des personnes victimes de trauma se retrouvent retraumatisées et ne s'en rendent peut-être pas compte, mais en fait, elles sont en train de se retraumatiser et pas d'aller vers ce que le tantra a à offrir, qui est un apaisement, une guérison, un alignement. Donc c'est pour ça que quelque part je ne recommande pas le tantra. Maintenant, je le recommande si tu regardes un petit peu, je le recommande si tu regardes quel est le background, quelles sont les formations, quel est le parcours professionnel de la personne qui va donner un stage et est-ce qu'elle a suivi quelque chose qui l'informe au minimum ou la certifie par rapport à un travail avec des personnes qui ont vécu des abus sexuels. Et ça, c'est vraiment la recommandation que je donne, c'est si tu es victime de trauma, tu vas faire un stage de tantra, ça peut être très très bénéfique pour toi, mais certifie-toi que la personne est quelque chose de plus que sa formation de trauma, sa formation de tantra, puisque les formations de tantra, la plupart ne parlent pas de traumatisme. Elles vont légèrement en parler, mais ça ne donne pas l'information des mécanismes, des types de symptômes, comment la personne exprime son trauma. Et c'est important, quand on facilite un stage, de savoir, de sentir, de voir dans les comportements des participants, de voir lesquels ont des comportements qui pourraient indiquer qu'ils sont en train de rentrer dans le vécu de leur trauma pour pouvoir les aider. Et en fait, il y en a beaucoup qui, comme ils ne le savent pas, ils peuvent faire des choses qui vont aller retraumatiser la personne. Donc voilà pourquoi je ne recommande pas. Sinon, si tous les stages que tu vas faire, au plus ça va rentrer dans ta vulnérabilité, dans ton intimité, au plus ma recommandation est vérifie que les personnes sont informées, certifiées sur un travail d'accompagnement avec des personnes victimes de trauma. Maintenant, si c'est un stage plus sur le féminin, dans la légèreté, où c'est pas tu vas pas être trop vulnérable, oui, vas-y. Si c'est un travail sur la voix aussi, mais ça va dépendre parce que pour moi, je recommande vraiment que tous les accompagnants, toutes les personnes qui font des stages puissent avoir une certification en trauma. On vit dans une société où il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des traumas et il y a très peu de personnes qui savent comment vraiment travailler avec. Claire, qu'est-ce que l'on peut gagner comme argent en suivant ta formation accompagnante du féminin? Alors, tout ça, pour moi, Claire, ça va dépendre de toi et de ton engagement. Donc, de ton engagement par rapport à cette formation, comment tu vas t'engager à prendre les informations, les intégrer, les mettre en place. Et de l'autre côté, comment tu vas te lancer. Donc moi, ma recommandation après cette formation, c'est avoir un minimum de 60 € de l'heure. Ça, c'est vraiment le minimum. Il y a des femmes de cette année qui sont à 139 € la séance. Ça va vraiment varier. Et l'idée, c'est que tu demandes une somme d'argent qui soit confortable pour toi, qui est juste pour toi, pour que tu puisses vivre confortablement, pour vraiment être à l'aise dans ce que tu vas faire. Donc si tu es payé pendant une séance le tarif juste, que tu sens que c'est juste pour le travail que tu fournis, pour le temps d'études, le temps d'expérience, puisqu'au final, quand on accompagne, ce qu'on est en train de donner, c'est au-delà de l'heure qu'on donne en séance, c'est toutes les années d'expérience, toutes les années d'apprentissage qui sont derrière, qu'on est en train de donner à l'autre personne, qui ont été intégrées et qui sont là au moment de la séance. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment que tu puisses être juste avec ce qui est confortable pour toi comme tarif, pour que quand tu donnes ta séance, tu te sentes bien au niveau de l'argent et que c'est venu une fois et ça ne vient pas dans la séance, ça ne vient pas faire empiéter, j'ai envie de dire empiéter avec l'énergie du travail que tu vas proposer. Maintenant, moi, dans cette formation, je vous donne vraiment tous les outils pour pouvoir vous lancer. Donc il y a les outils, toute la méthodologie, tous les outils de travail, mais après il y a tout le travail de l'entrepreneuriat qui est donné dans cette formation, tout un module autour du marketing, de la visibilité, des réseaux, de travailler en ligne, parce que avec tout ce qui se passe actuellement, travailler en ligne est devenu quelque part important et vital. Donc je vous donne beaucoup d'informations pour pouvoir démarrer aussi une activité en ligne. Et ça va dépendre, donc finalement la somme va dépendre de toi. Est-ce que tu vas travailler à temps complet? Est-ce que tu vas maintenir un ancien travail pendant que tu te lances? Est-ce que tu vas te sentir immédiatement de démarrer à 60, voire 100 € la séance? Est-ce que tu vas faire des séances d'1 heure ou d'1 heure et demie ou de 2 heures? Tout ça, ça va dépendre de toi. Moi, je suis sûre que si tu fais une séance par semaine pendant 1 an, tu t'es remboursé cette formation et
une séance par semaine, en réalité, ben, c'est facile quand tu c'est ce que tu veux faire et que tu veux te lancer par exemple en complémentaire. Alors, si tu veux rester dans quelque chose qui te permet d'avoir une certaine sécurité. Maintenant, si tu décides de te lancer, ben, à un moment, la nécessité financière va te rattraper. Donc c'est à cet endroit-là généralement que beaucoup de gens bougent. Parce que la nécessité fait qu'on a besoin d'argent, donc il faut que je travaille. Idéalement, dans la formation, je vous recommande de ne pas en arriver là. Mais si vous en arrivez là, c'est généralement à ces endroits que les personnes commencent réellement à bouger et à essayer de trouver une clientèle pour travailler. Donc, ça dépend de toi, ça dépend vraiment, vraiment de toi. Moi, je vous passe un maximum d'outils pour que chacune puisse en vivre confortablement. Maintenant, il y a des femmes qui, avec 1 500 € par mois, peuvent se sentir confortables parce que c'est ce qu'elles ont besoin. Il y en a d'autres qui voudront gagner 2 000, d'autres qui voudront gagner 3 000, d'autres qui voudront gagner 4 000 ou 5 000. Ça va dépendre de chacune et de là où toi tu es confortable. Et en même temps, si tu gagnes maintenant 1 000 € et que tu n'as jamais gagné 5 000 € de ta vie, ça va être compliqué de passer de 1 000 à 5 000. Il va vraiment falloir que tu travailles personnellement à ton intérieur pour pouvoir aller tous ces paliers. Donc généralement, tu vas faire des paliers. Si maintenant tu gagnes 1 000, tu vas peut-être essayer de gagner 1 500 ou 2 000. Si tu gagnes déjà 2 000, tu vas peut-être essayer d'aller à 3 000. Ce sont des paliers qu'on fait pour pouvoir s'autoriser à gagner plus. Et pour moi, c'est aussi une question de l'investissement que tu vas donner par rapport à ton travail personnel pour arriver là où tu veux. J'espère que ça répond à ta question. Maintenant, j'ai des questions de la part des participants de la formation de cette année. Il y a Emmanuel qui me partageait plus ou moins un retour quelque part sur la légitimité. La question était sous-entendu quelque part où des fois elle se sent légitime et des fois elle se sent moins légitime. Et c'est tout à fait normal, j'ai envie de te dire, Emmanuel. C'est un travail personnel, la légitimité. Et tout le temps que ça n'a pas été validé à plusieurs endroits, tu vas danser dans ces niveaux où à des moments tu vas te sentir super légitime, des moments moins. Et pour moi, il n'y a pas de baguette magique par rapport à la légitimité, au syndrome de l'imposteur. Il y a un travail à faire, il y a des étapes à passer, il y a des ancrages à faire. Et au fur et à mesure que tous ces passages et toutes ces intégrations sont faites, il y aura de moins en moins... la danse va être plus dans le côté où tu vas te sentir à ta place que dans le côté où tu ne vas pas te sentir à ta place. Donc, c'est une danse, ça peut prendre quelques temps, quelques années. Moi, ça m'a pris plusieurs années. Des fois, je t'avoue encore que, par exemple, si maintenant on me demanderait d'aller devant 1000 personnes parler en conférence, je t'avoue que j'aurais un travail de légitimité à faire parce que je pense que c'est une nouvelle étape pour moi, donc je devrais la traverser aussi. Et je pense, et j'en suis presque sûre, que beaucoup de personnes qui peuvent avoir une certaine renommée aujourd'hui dans leur domaine, si on les met dans une nouvelle expertise, un nouveau domaine ou une nouvelle situation comme une conférence ou quelque chose, elles vont aussi avoir à travailler leur légitimité. Je pense que c'est quelque chose qui d'un côté est bénéfique, puisque quand on se sent vraiment dans ce syndrome de l'imposteur ou dans l'illégitimité de ce qu'on fait, on va naturellement avoir tendance à aller chercher suffisamment d'informations, suffisamment de qualité dans ce qu'on donne pour prouver qu'on n'est pas illégitime. Donc quelque part, je pense aussi que c'est un magnifique mécanisme qui est magnifique et que j'aime. Que ça serait génial si tous les êtres humains pouvaient se sentir comme ça, parce que je ne pense pas que Donald Trump, quand il s'est lancé pour les élections en 2016, il se dit « moi je suis illégitime ». Lui, il ne s'est même pas posé la question, ça n'a juste pas rentré dans son cerveau qu'il était légitime ou pas. Enfin, de ma perception, maintenant je ne suis pas dans sa tête, mais la perception qu'il nous donne, c'est vraiment, lui il ne s'est pas posé la question « moi je vais me lancer président parce que Barack Obama m'a défié ». Et donc il a fait ça, et on peut voir la catastrophe qu'il a fait dans le monde avec sa politique, la manière dont il a gouverné l'Amérique. Et ça serait chouette si plusieurs personnes, tout le monde, l'humanité entière se poserait cette question, parce que du coup, ça ferait des humains qui, comme toi, se posent la question, tiens, est-ce que je suis suffisamment légitime pour ce que je vais dire, pour ce que je vais faire? Et du coup, tu vas naturellement aller chercher à te former, à comprendre et pas juste lancer des informations en l'air comme ça. Donc pour moi, la légitimité, c'est une alliée, c'est un atout avant tout. Maintenant, c'est comme tout. Si tu es très emporté par le fait que tu n'es pas légitime, oui, ça peut devenir aussi, au lieu d'un allié, ça peut devenir un ralentissement. Et à cet endroit-là, c'est voir qu'est-ce que je peux faire pour être sûr que là, quand je parle, l'information est juste.
qu'est-ce que je peux travailler. Et donc dans la formation, tu as déjà des pistes à explorer. J'ai vu que tu les as vues, donc amuse-toi bien avec ça et merci pour ta question. Et j'ai Ambre aussi qui m'a envoyé des questions que j'aimerais répondre à quelques-unes. Donc Ambre fait aussi partie de la formation. Et où est-ce que j'ai mis les questions? Ah ouais, elles sont là. Et du coup, certaines de tes questions, Ambre, je vais répondre en direct dans la formation parce que c'est plus à voir avec le contenu. D'autres sont plus générales et je vais y répondre avec grande joie. Donc, que faire si une personne fait une crise d'angoisse lors d'une méditation? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, j'ai déjà eu dans une méditation active d'Osho, j'étais debout et j'ai eu l'impression que je perdais pied, que j'allais être emportée par quelque chose comme si que j'allais mourir. C'était vraiment très très intense et je suis tombée à terre et je criais, c'était juste énorme. Donc oui, ça peut arriver, surtout dans tout ce qui est plus dynamique ou quand la personne n'a pas l'habitude de rentrer dans son corps. Et pour les victimes de trauma, surtout si c'est un trauma au niveau du corps que le corps a subi, ça peut être difficile de re-rentrer dans son corps ou de rentrer dans son corps parce que du coup il y a plein de choses qui sont là, comme le trauma, qui va nous ramener dans tout ce vécu douloureux et donc on peut faire des crises d'angoisse, des crises de panique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avant de méditer, avant de faire un travail, c'est de te rappeler, de regarder autour de toi et de te rappeler que tu es en sécurité. Donc il est important de créer un espace de sécurité pour faire ce travail, cette méditation, de te sentir en sécurité, de regarder autour de toi, de voir vraiment, tiens, je suis là, je suis en 2020, il y a de la sécurité autour de moi, l'espace est sécurisé, je suis en sécurité. Et pendant ta méditation, te rappeler que tu es en sécurité. Et donc si tu sens qu'il y a quelque chose qui vient, tu as les yeux fermés, ouvre les yeux, regarde, tu es en sécurité, regarde ce scénario, c'est l'endroit où tu es, vois que tu es en sécurité, redis-le toi, je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité. Pour Peter Levine, donc c'est lui qui a lancé qui propose, donc c'est Peter Levine qui propose Somatic Experience. C'est un travail pour travailler sur les traumas qui est très très puissant et pour moi l'un des plus puissants qui existe. Donc j'ai été, parlant de mes formations, je n'ai pas cité mon travail en trauma, j'ai été informée en profondeur sur les dynamiques des traumas par une personne qui est certifiée par Peter Levine et j'ai fait beaucoup de recherches et ça fait partie des formations que j'aimerais suivre plus tard, c'est d'aller me former vraiment au travail des traumas. Et donc aussi dans ma formation de sexothérapie, j'ai eu un travail sur les traumas, j'ai aussi fait quelques petits stages, quelques petites workshops autour des traumas. J'aimerais aller me certifier. Voilà, ça fait partie des possibilités. J'aimerais peut-être me certifier pour pouvoir être certifiée accompagnatrice spécialisée en trauma. Ça fait partie des possibilités de mon futur. Et donc l'exercice, c'est de la pendulation. Donc ça veut dire que tu es dans quelque chose, donc dans la méditation, tu essayes d'apaiser ton corps, mais ton système nerveux, il va réenclencher tout le trauma. Et en fait, la pendulation, de te rouvrir les yeux, de regarder autour de toi, de te rappeler que tu es en sécurité, va te permettre de sortir de l'événement traumatique, revenir au présent. Tu y restes le temps que tu as besoin pour te calmer et puis si tu sens que c'est bon, recontinue ta méditation, ton travail, jusqu'à temps que tu rentres dans le trauma, tu essaies d'en ressortir. Et donc, tu vas penduler comme ça plusieurs fois, tu peux penduler plusieurs fois pendant ton travail de méditation et arrive un moment, tu pendules moins fréquemment jusqu'au moment où tu pendules plus. Ça prend un certain temps, donc c'est pas en une méditation ou deux ou trois, c'est un travail. La pendulation te permet d'avoir une porte de sortie du vécu traumatique. Parce que des fois, le vécu traumatique, il vient vraiment au travers des images du trauma, mais d'autres fois, c'est juste sans l'image, c'est juste le vécu dans le corps. Et ça te permet d'en sortir et donc de vivre moins en activation trauma et donc de plus être dans le présent. Et c'est le but, c'est de revenir au présent et de revenir dans son corps. Donc l'invitation, c'est pendule, pendule, pendule. Et quand tu sens que si tu pendules beaucoup dans la même méditation, il se peut qu'à un moment tu fatigues, c'est normal, on est humain. Et si tu fatigues, prends soin de toi, roule-toi en boule, caresse-toi les cheveux,
intègre juste dans une petite couverture. Si tu as envie de pleurer, ben pleure, laisse sortir ce qu'il y a à sortir. Tu as envie de crier, crie, tape sur un coussin, te fais pas mal. Et juste laisse sortir et puis intègre. C'est normal qu'à un moment, si tu pendules beaucoup, c'est un peu aller se chercher quelque part dans l'événement traumatique en permanence. Donc oui, ça va te fatiguer. Mais avec le temps, au plus tu vas penduler, au plus facile ça va être pour toi. J'espère que ça répond à ta question. Est-ce que les personnes souvent sujettes aux mycoses peuvent-elles faire des ionistimes et ou pratiquer l'œuf de jade? Oui, elles peuvent. Juste ne pas faire de ionistime ou de pratique d'œuf de jade pendant la mycose. Donc s'il y a des démangeaisons, la mycose est active, à éviter complètement, parce que les deux, c'est de la chaleur. Donc surtout le sauna c'est de la chaleur dans cette zone. Les bactéries, les champignons, ils adorent l'humidité, ils adorent la chaleur. Donc déjà, on est en train de leur fournir de quoi grandir. Au niveau du travail de l'œuf, même chose. L'œuf, il va venir, il va créer un certain flux de circulation. Enfin, tous les deux, hein, ça crée un flux de circulation sanguine dans la zone de ton vagin, de ta vulve. Et en fait, les bactéries, les champignons, ils adorent ça. Ils prolifèrent dans ces environnements où il y a plus d'humidité, plus de chaleur. Et donc, tu vas augmenter ta mycose, augmenter la problématique au lieu de la réduire. Donc, non pendant que tu as la mycose active. Quand elle est terminée, que tu n'as plus de symptômes, fais-la, profites-en, fais ce que tu peux faire et va jusqu'à temps que tu ressens que la mycose revient et continue à alterner dans ces deux. Maintenant, si jamais tu pratiques l'œuf ou un sauna et que tu as ton banc ou quelque chose et que tu as un début de mycose, tu t'en es pas rendu compte. Imaginons, hier tu fais un sauna, tu pratiques ton œuf, tu ne t'es pas rendu compte que tu avais un début de mycose et aujourd'hui tu t'en rends compte, je t'invite à vraiment, et même d'ailleurs entre les phases, à bien nettoyer ton matériel, à tout ce qui est sauna avec du vinaigre, l'œuf de jade, à lui mettre un savon type le Dr Bronner ou le savon d'Alep, à bien nettoyer, vraiment encore plus que ce qu'il faut pour être sûr que ils ne vont pas être des vecteurs de transmission des champignons et des bactéries. J'espère que ça répond à ta question. Alors, huile essentielle dans le ionistime. Est-ce que ça peut brûler la muqueuse utérine? Alors, non, parce que le sauna ne rentre pas dans l'utérus, excepté en postpartum. Et attention, les huiles essentielles à mettre sont des huiles qu'on pourrait quelque part manger et pas les huiles qu'on ne peut pas manger. Et puis, c'est vraiment un maximum de 3 gouttes par 2 litres d'eau. Et avec la chaleur, normalement, y a beaucoup qui s'évapore avant que tu te poses dessus. Donc, non, ça ne peut pas brûler. Après, il y a des écoles qui vont dire qu'il ne faut pas en mettre du tout. À toi de sentir. Est-ce que tu as généralement des réactions très fortes aux huiles essentielles ou pas? Si tu es quelqu'un qui est habitué à travailler avec les huiles essentielles et que tes réactions, tu n'as pas de réaction très forte, oui, travaille avec les huiles essentielles dans ton sauna, n'en mets pas plus que 3 gouttes. Maintenant, si par 2 litres d'eau, maintenant si tu as des réactions très fortes aux huiles essentielles, je t'invite à pas du tout travailler avec. Et plus à travailler alors avec les plantes fraîches ou sèches comme tu peux trouver. Voilà, merci beaucoup pour les questions. Mouah, amuse-toi bien.